On vous a peut-être déjà dit que vous étiez calme, posé, discret, maître de vous. Vous avez peut-être entendu « tu ne te plains jamais ». Tu encaisses tout avec dignité. Tu es fort, toi. Rien ne t'atteint. Et vous avez fini par y croire. Mais, laissez-moi vous poser une question en toute douceur. Et si ce calme n'était pas de la paix intérieure? Et s'il était en réalité une fermeture, un mur, un retrait, un mécanisme de protection si ancien que vous avez oublié pourquoi vous l'avez bâti? Carl Jung expliquait que l'être humain ne réagit jamais au hasard. Quand un comportement est constant, surtout depuis l'enfance, il est rarement un simple trait de caractère. C'est souvent une adaptation, une stratégie, une réponse à un environnement où ressentir, pleurer, crier ou avoir besoin était risqué, inutile ou mal vu. Le calme peut être une forme d'équilibre, mais il peut aussi être une forme de gel émotionnel, une paralysie subtile. Vous ne ressentez plus rien en apparence, mais à l'intérieur, tout est étouffé. Peut-être avez-vous appris très tôt que vos émotions dérangeaient, qu'il ne fallait pas faire de vagues, que pleurer, crier ou montrer votre peine vous exposait au rejet, à la moquerie ou au silence. Alors, vous avez rangé tout ça dans une boîte et vous avez fermé pas par faiblesse, mais par nécessité. Le problème, c'est que cette fermeture, à long terme, devient un mode de vie. Vous ne souffrez pas ouvertement, mais vous ne vibrez plus non plus. Vous ne pleurez plus, mais vous ne riez plus vraiment non plus. Vous vivez en sourdine, et ceux qui vous entourent croient que tout va bien, parce que vous ne criez pas, parce que vous ne vous effondrez pas, mais au fond, vous sentez qu'il manque quelque chose. Un mouvement, un souffle, un lien. Ce chapitre n'est pas là pour vous juger, il est là pour ouvrir une porte. Et si ce calme que vous protégez depuis si longtemps était justement ce qui vous éloigne de votre pleine vie intérieure? Dans cette vidéo, nous allons explorer ce que Carl Jung appelait le faux moi et comprendre pourquoi tant de personnes confondent protection avec paix, fermeture avec maîtrise, silence avec équilibre. Car il est possible de s'ouvrir sans se mettre en danger, de ressentir sans se perdre et de vivre sans se refermer. Je vais bien. Combien de fois avez-vous prononcé ces mots, alors que ce n'était pas vrai, pas pour mentir, mais parce que vous ne saviez pas comment dire autre chose, ou parce que personne ne vous avait appris à exprimer ce que vous ressentiez vraiment? Derrière ce « je vais bien » se cache souvent un réflexe très ancien, celui de l'enfant qui a compris que montrer ses émotions n'était pas sûr. Peut-être que, dans votre famille, les émotions n'étaient pas les bienvenues. On ne pleurait pas, on ne se plaignait pas. On faisait comme si de rien n'était. Alors, très jeune, vous avez appris à contenir, à sourire quand ça faisait mal, à faire bonne figure, à être celui ou celle qui ne dérange pas. Carl Jung disait que l'enfant est comme une antenne. Il capte tout, même ce qui n'est pas dit, même ce qui est évité. Il comprend très vite ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Et il adapte son comportement en fonction de ça. Si vos pleurs étaient ignorés, vous avez peut-être appris à les ravaler. Si votre colère était jugée, vous avez peut-être appris à l'anesthésier. Si votre joie dérangeait, vous avez peut-être appris à la diminuer. Et petit à petit, vous avez construit un masque poli, calme, fonctionnel, un « je vais bien » qui vous a permis de vous faire aimer, de rester en lien, de ne pas être abandonné. Mais ce masque, à force d'être porté, devient une seconde peau. Et à l'âge adulte, vous ne savez plus comment l'enlever. Vous ne savez même plus ce qu'il cache exactement. Vous continuez à dire « ça va ». Même quand vous êtes épuisé, triste, vide. Le plus délicat, c'est que ce masque est souvent valorisé. On admire votre calme, votre stabilité, votre solidité. Mais personne ne voit ce qu'il vous en coûte pour tenir cette image. Personne ne voit la tension intérieure, l'absence de spontanéité, la fatigue de toujours tout contenir. Carl Jung nous invite à reconnaître ces personnages que nous avons créés pour survivre, non pas pour les détruire, mais pour cesser de les confondre avec ce que nous sommes profondément. Le « je vais bien » peut être un bouclier, mais il ne nourrit pas, il ne relie pas, il ne guérit pas. Dans la suite de cette exploration, nous allons plonger dans ce que Jung appelait le faux moi émotionnel, cette construction mentale et sociale qui prend la place de notre vérité affective
et nous coupe peu à peu de la richesse de notre propre monde intérieur. Le faux moi, c'est ainsi que Carl Jung nommait cette identité construite, cette version de nous-mêmes qui ne naît pas de ce que nous sommes profondément, mais de ce que nous avons cru devoir être pour survivre, être aimé, être accepté. Le faux moi est souvent confondu avec notre personnalité. Il est intelligent, fonctionnel, socialement valorisé, mais il est aussi rigide, défensif et terriblement solitaire, car il ne se nourrit pas de nos émotions vraies, mais de nos peurs les plus anciennes. Le faux moi émotionnel se forme très tôt. C'est le vous qui se lève chaque jour pour jouer un rôle précis. Le gentil, le fort, le responsable, celui qui ne fait pas de vagues, celle qui gère tout, celui qu'on admire, celle qui ne pleure jamais. Il ne s'agit pas d'un mensonge volontaire, c'est une construction inconsciente, une forme de survie psychique. Lorsque l'environnement émotionnel est instable, froid ou trop exigeant, l'enfant apprend qu'il doit devenir quelqu'un d'autre pour rester en lien. Alors il commence à effacer des parts de lui. Il met de côté sa colère, sa peur, sa joie débordante, son intuition. Et il développe un personnage qui fonctionne, mais qui l'éloigne de lui-même. Ce faux moi, une fois adulte, peut accomplir beaucoup. Il peut réussir, séduire, rassurer, briller. Mais il se sent souvent vide, incompris, déconnecté, car il ne sait plus ce qu'il ressent vraiment. Il réagit, par habitude, par logique, par réflexe, mais il ne vibre plus de l'intérieur. Carl Jung insistait. Le problème n'est pas d'avoir un faux moi. Le problème, c'est de croire qu'il est vous. Ce faux moi vous protège, mais il vous isole, il vous sécurise, mais vous épuise. Il vous permet de fonctionner, mais vous empêche de vous sentir vivant. Revenir vers le vrai, c'est d'abord reconnaître le rôle que l'on joue, sans jugement, avec tendresse, avec lucidité. Ce retour demande du courage, car derrière le faux moi, il y a souvent une douleur ancienne, une émotion gelée, un besoin jamais entendu. Dans la prochaine partie, nous allons explorer pourquoi, au fond, vous avez appris à vous couper de vos émotions et comment cette coupure, si fréquente, est devenue un réflexe de protection. Plus qu'un choix conscient, vous n'avez pas choisi de vous couper de vos émotions. Vous avez appris à le faire, pas par paresse, pas par faiblesse, mais parce que, très tôt dans votre vie, vous avez compris, ou plutôt ressenti, qu'il valait mieux ne pas tout ressentir. Carl Jung affirmait que l'inconscient humain cherche toujours à préserver l'équilibre intérieur. Et lorsqu'une émotion devient trop forte, trop incompréhensible, trop risquée à exprimer, le psychisme apprend à la ranger, à la masquer, à l'enfermer. Ce processus commence souvent dans l'enfance. Un parent qui vous dit de ne pas pleurer, un enseignant qui vous humilie quand vous avez peur, un frère, une sœur, une famille entière qui vous renvoie que vos ressentis sont trop. Et l'enfant que vous étiez a alors fait ce que font tous les enfants sensibles et intelligents. Il a commencé à cacher. Vous avez caché vos larmes pour ne pas déranger, votre colère pour ne pas être puni, votre enthousiasme pour ne pas être moqué, et votre chagrin pour ne pas faire de peine à ceux que vous aimiez. Avec le temps, cette stratégie devient une habitude, et cette habitude, une identité. Vous dites « Je ne suis pas quelqu'un d'émotionnel ». Mais au fond, ce n'est pas que vous ne ressentez pas. C'est que vous avez mis en place une sorte de déconnexion automatique, un mécanisme de survie, et il fonctionne bien. Trop bien parfois, vous ne pleurez plus, mais vous vous sentez vide, vous ne vous énervez plus, mais vous vous éteignez doucement. Vous ne dites plus que vous avez besoin d'amour, de reconnaissance, de tendresse, mais vous les attendez en silence et vous souffrez quand ils n'arrivent jamais. Carl Jung nous montre que ce déni émotionnel est une forme d'amputation psychique. On apprend à marcher sans une jambe, à penser sans sentir, à vivre sans s'habiter. Mais rien ne disparaît vraiment. Les émotions que vous avez rangées, elles sont encore là, sous forme de fatigue, d'anxiété diffuse, de tension dans le corps, de réactions excessives ou de détachement soudain. Ce que vous avez coupé pour vous protéger, vous pouvez le retrouver pour vous libérer. Et ce retour ne demande pas de tout ressentir d'un coup. Il demande d'oser entrouvrir une porte, de respirer, de réapprendre à écouter. Dans la suite,
Nous allons voir comment ce faux calme peut devenir un piège, non pas un espace de paix, mais une sorte de gel intérieur qui vous isole et vous empêche de vivre des liens vrais. À l'extérieur, tout semble paisible. Vous ne vous énervez pas, vous ne pleurez pas, vous ne parlez pas trop. On dit de vous que vous êtes une personne tranquille, stable, posée. Mais à l'intérieur, ce calme est peut-être un champ de ruines silencieux, un désert émotionnel, un endroit où rien ne bouge parce que tout est retenu. Carl Jung nous met en garde contre les apparences. Ce qui semble maîtrisé peut être refoulé, ce qui paraît paisible peut être figé, et ce que l'on appelle calme peut, en réalité, être une réaction de défense. Ce calme défensif est un état que beaucoup de personnes prennent pour un signe de maturité, mais ce n'est pas un choix libre, c'est une adaptation, un mode de protection développé dans l'enfance ou l'adolescence, lorsque ressentir devenait trop dangereux, trop coûteux, trop mal accueilli. Le cerveau en situation de stress chronique développe 3 grandes réponses: la fuite, le combat ou le gel. Le gel, c'est cet état où l'on ne réagit plus, on ne fuit pas, on ne se bat pas, on se fige. Et ce figement, avec le temps, devient un trait de caractère. Vous ne vous énervez jamais, vous ne vous laissez jamais emporter. Vous restez poli, courtois, distant, même quand votre monde intérieur bouillonne. Ce silence émotionnel devient une barrière. Les autres ne vous connaissent pas vraiment, et vous-même, parfois, ne savez plus ce que vous ressentez. Alors vous vous isolez, tout en étant présent. Vous êtes là mais absent, entouré, mais seul. Ce type de calme devient une prison dorée. On vous félicite pour votre maturité, votre contrôle, votre résilience, mais personne ne voit que vous avez oublié comment c'était, ressentir librement, sans peur, sans censure. Carl Jung nous invite à réinterroger cette immobilité, à se demander « ce calme me nourrit-il ou m'anesthésie-t-il » Il ne s'agit pas de tout bouleverser, mais d'oser un frémissement, un mot, un souffle, un espace où le silence devient présence, et non plus absence. Dans la suite, nous verrons quels sont les signes concrets que vous êtes fermé émotionnellement, même si vous avez l'impression d'être équilibré. Car comprendre ces signaux est la première étape pour réapprendre à vous habiter. Il n'est pas toujours évident de reconnaître qu'on est fermé émotionnellement, surtout quand en apparence tout fonctionne. Vous avez une vie organisée, vous assumez vos responsabilités, vous gérez les imprévus avec calme, vous ne perdez jamais le contrôle. Et pourtant, quelque chose semble manquer, une chaleur, une spontanéité, un lien vivant. Carl Jung nous enseigne que ce n'est pas parce qu'une chose est invisible qu'elle n'agit pas. Le refoulement émotionnel, justement, est souvent silencieux, mais ses effets se répercutent dans tous les aspects de votre vie. Voici quelques signes subtils, mais révélateurs, d'une fermeture émotionnelle. Vous avez du mal à nommer ce que vous ressentez. Quand on vous demande « comment tu te sens ?», vous répondez par une généralité « ça va »,« je suis fatigué », rien de spécial. Vous sentez qu'il se passe quelque chose, mais vous n'arrivez pas à le formuler. Vous évitez les situations trop intenses émotionnellement. Les disputes vous font peur. Les grandes déclarations vous mettent mal à l'aise. Les élans spontanés, les autres vous semblent exagérés. Vous préférez la distance à l'intimité trop brute. Vous vous occupez beaucoup pour ne pas ressentir. Travail, organisation, distraction numérique, tâches multiples, tout est bon pour ne pas vous arrêter. Car quand vous vous arrêtez, vous sentez un vide, et ce vide vous inquiète. Vous avez du mal à pleurer, même quand vous êtes touché, même quand la douleur est là, quelque chose bloque. Comme si pleurer était une faiblesse ou un danger. Vous ressentez un écart entre votre tête et votre cœur. Vous comprenez beaucoup de choses sur vous. Vous avez fait un chemin intellectuel, mais émotionnellement, c'est comme si tout restait à distance. Vous avez parfois des réactions disproportionnées. Une explosion de colère, un découragement soudain, un retrait brutal. Ces déraillements ne sont pas des erreurs, ils sont des émotions accumulées, qui cherchent à sortir. Carl Jung disait que ce que l'on ne rend pas conscient agit dans notre vie et devient notre destin. Identifier ces signes, ce n'est pas se condamner, c'est ouvrir une porte, une chance de se retrouver, de remettre du vivant là où tout était figé. Dans le prochain chapitre, nous allons voir ce que votre corps exprime quand votre bouche se tait,
car même si vous ne dites rien, votre corps, lui, parle. Et parfois, il crie doucement, à l'intérieur. Le corps n'oublie rien. Même quand la tête veut oublier, même quand la bouche se tait, même quand vous dites que tout va bien. Carl Jung nous rappelle que l'inconscient ne se loge pas seulement dans l'esprit, il habite aussi le corps. Et, lorsque les émotions ne peuvent pas être dites, partagées ou comprises, elles se logent ailleurs. Elles se déposent dans les muscles, la respiration, la posture, jusqu'à devenir des tensions chroniques, des douleurs récurrentes, des signaux silencieux. Peut-être ressentez-vous une lourdeur dans la poitrine, sans cause physique, ou une boule dans la gorge, comme si quelque chose voulait sortir mais restait coincé, ou une fatigue persistante, même après avoir dormi. Ce ne sont pas que des maux du quotidien. Ce sont peut-être des émotions non vécues, des tristesses retenues, des colères gelées, des peurs camouflées depuis des années. Lorsque vous taisez vos ressentis, votre corps prend le relais, il devient messager. Il transforme ce que vous refoulez en langage somatique, et ce langage est subtil, mais précis. Une respiration courte peut indiquer une anxiété latente. Des douleurs dans les épaules peuvent refléter un sentiment de charge émotionnelle constante. Des maux de ventre peuvent signaler une peur chronique non exprimée. Une tension dans la mâchoire peut être le reflet de paroles retenues ou d'une colère contenue depuis trop longtemps. Mais parce que vous êtes coupé de vos émotions, vous ne faites pas le lien. Vous cherchez des explications extérieures. Du stress, un mauvais matelas, une mauvaise posture. Et pourtant, à l'intérieur, votre corps sait, il porte l'histoire que vous ne racontez pas. Il la murmure, jour après jour, jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'écouter. Carl Jung disait que le symptôme est souvent le langage de l'âme. Ce n'est pas un ennemi, c'est un appel, une tentative de vous reconnecter à ce que vous avez mis de côté. Vous n'avez pas à forcer une émotion, mais vous pouvez commencer à écouter, à respirer, un peu plus profondément, à sentir ce que vous ressentez, sans juger, à donner au corps un espace pour se relâcher, pour parler, pour guérir. Dans le chapitre suivant, nous verrons pourquoi cette fermeture émotionnelle repose sur une peur profonde, celle d'être vulnérable, et comment cette peur, tant de fois apprise, peut devenir un verrou ou une clé. Être vulnérable, c'est un mot qui fait peur à beaucoup, car derrière cette idée, il y a l'image de quelqu'un d'exposé, fragile, en danger. Et pourtant, c'est souvent cette peur-là, la peur d'être vulnérable, qui vous pousse à vous fermer, à vous couper, à construire un calme qui vous isole. Carl Jung nous rappelle que la psyché se structure autour de ce qu'elle considère comme vital pour survivre. Et si, dans votre enfance, être vulnérable a été mal vécu, si vous avez été moqué, ignoré ou puni pour avoir pleuré, douté ou demandé, alors votre inconscient a enregistré une équation vulnérabilité, H, danger. Dès lors, vous avez fait ce que font tous les enfants intelligents. Vous avez fermé la porte, vous avez serré les dents, vous avez appris à tenir bon, à ne rien montrer, à ne rien demander. Et ce comportement, devenu réflexe, vous a peut-être suivi jusqu'à l'âge adulte. Vous êtes peut-être aujourd'hui cette personne solide, fiable, indépendante, celle qui ne pleure jamais, celle qui garde tout pour elle, celle qui se débrouille. Mais derrière cette force, il y a peut-être une solitude ancienne, un besoin enfoui, un cœur qui voudrait s'ouvrir, mais qui a peur de ne pas être accueilli. Car la vraie vulnérabilité, ce n'est pas une faiblesse, c'est une ouverture. C'est oser dire « je ne vais pas bien » sans craindre d'être rejeté. C'est pouvoir dire « j'ai besoin de toi » sans se sentir coupable. C'est se montrer tel que l'on est, avec ses émotions, ses doutes, ses élans, sans masque. Mais pour beaucoup, cette idée est insupportable, parce qu'elle réveille une mémoire, celle du moment où être soi a été douloureux. Et tant que cette mémoire n'est pas reconnue, elle continue d'agir. Elle vous pousse à garder le contrôle, à éviter l'intime, à détourner le regard. Jung appelait cela une protection de surface. Elle vous empêche de sombrer, mais vous empêche aussi de vous rencontrer. Ouvrir la porte à la vulnérabilité ne se fait pas. D'un coup, cela demande du temps, de la confiance et surtout, un cadre sécurisant. Dans le chapitre suivant, nous allons explorer comment il est possible de réapprendre à ressentir en sécurité. Car ressentir n'est pas dangereux,
si l'espace intérieur devient un lieu d'accueil et non plus un champ de bataille. Ressentir, c'est naturel, mais après des années à contenir, fuir ou rationaliser vos émotions, vous avez peut-être perdu ce réflexe simple et vivant. Et aujourd'hui, même lorsque vous voulez vous reconnecter à vous-même, vous ne savez plus comment faire. Vous avez besoin de repères, de sécurité, d'un espace intérieur qui ne juge pas. Carl Jung disait que l'on ne peut intégrer une émotion qu'en la regardant avec conscience. Mais pour cela, il faut d'abord créer une base de sécurité intérieure. Sinon, la moindre émotion peut sembler menaçante. Le moindre frémissement intérieur peut réveiller un vertige. Réapprendre à ressentir ne commence pas par des grandes révélations. Cela commence par des gestes minuscules. Poser une main sur sa poitrine quand on est envahi, s'asseoir en silence quelques minutes par jour, sans distraction. Dire simplement « je ressens quelque chose », même sans nommer, sont des actes. Discrets, mais puissants. Ils créent un nouveau langage. Ils envoient un message à votre inconscient. Ce que je ressens a le droit d'exister. Je ne vais pas être puni. Je ne suis plus en danger. Ce retour aux émotions passe aussi par le corps. Vous ne pouvez pas penser vos émotions. Vous devez les habiter, bouger doucement, respirer consciemment, exprimer avec les mains, avec la voix, avec l'art, si les mots ne viennent pas. Et surtout, il faut apprendre à ne pas fuir dès que ça commence à bouger à l'intérieur, car la peur du débordement est souvent plus grande que le débordement lui-même. Ce que vous ressentez ne va pas vous détruire. Au contraire, c'est ce que vous avez bloqué pendant des années qui vous épuise. Réapprendre à ressentir, c'est aussi accepter l'imperfection. Parfois, vous n'arriverez pas à dire ce que vous ressentez. Parfois, vous aurez envie de fuir encore. Mais chaque fois que vous choisissez de rester, de respirer, de ne pas juger ce qui monte, vous guérissez. Un morceau de votre histoire. Carl Jung voyait le travail intérieur comme un chemin d'intégration. Ressentir en sécurité, c'est enfin faire la paix avec soi. Ce n'est pas se submerger, c'est se rencontrer. Et dans la conclusion de cette vidéo, nous allons revenir sur cette idée essentielle. Vous n'êtes pas obligé de rester fermé pour être en sécurité. Il existe un autre calme, un calme vivant, doux, vibrant, qui ne vous coupe plus de vous-même. Pendant longtemps, vous avez cru que le calme, c'était ne rien montrer, ne pas déranger, tenir bon. Et vous y avez mis tout votre courage. Mais à travers la pensée de Carl Jung, on comprend que ce calme-là est parfois une armure, un gel émotionnel, une pause prolongée qui vous a sauvé, oui, mais qui aujourd'hui vous isole. Ce que vous avez appris n'était pas faux, c'était utile, c'était nécessaire, mais ce n'est peut-être plus ce dont vous avez besoin. Il existe un autre calme, un calme qui n'est pas une fermeture, mais une présence, un espace intérieur où les émotions peuvent circuler librement, sans vous déborder, sans vous briser. Un calme qui ne vous rend pas dur, mais doux, pas figé, mais centré, pas distant, mais profondément vivant. Et ce calme, vous ne l'atteindrez pas en contrôlant plus, mais en vous écoutant mieux. Ressentir ne vous rend pas faible, cela vous reconnecte, cela vous rend entier. Alors dites-moi, quelles émotions vous sentez-vous prêt à accueillir que vous aviez jusqu'ici mises de côté? Laissez un mot en commentaire. Peut-être qu'en nommant ce que vous traversez, vous permettrez à d'autres de se sentir un peu moins seuls dans leur silence. Et si cette vidéo vous a touché, envoyez-la à quelqu'un que vous aimez. Quelqu'un qui mérite de découvrir que derrière son calme, il y a peut-être une voix, une chaleur, une vie encore endormie, qui n'attend qu'à revenir au monde. Merci pour votre présence sensible, et à bientôt pour une nouvelle exploration de l'invisible.